Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediascope. Nous accueillons aujourd'hui Christophe Ventura. Bonjour Christophe. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes animateur du site Mémoire des luttes, également chercheur à l'IRIS, Institut de relations internationales et stratégiques. Nous allons parler avec vous de la montée du populisme dans le contexte des élections présidentielles françaises, dont le second tour aura lieu ce week-end, le 7 mai. Oui. Avant toute chose, je voudrais commencer par la définition du mot populisme, vu la multitude des définitions dans les médias, dans les œuvres académiques, etc. Donc, dans un de vos entretiens, vous dites que le populisme est avant toute chose un moment dans la vie d'une démocratie devenue totalement oligarchique et qui entre en crise. À partir de ce constat, est-ce qu'on pourrait dire que le populisme est simplement un produit de la crise de la démocratie libérale? Si oui, quelles sont ces conditions qui préparent l'avènement du populisme? Oui, effectivement, c'est une bonne synthèse. Le populisme est d'abord le produit d'une crise, disons, structurelle de la démocratie libérale et en particulier de la démocratie représentative, qui va pouvoir ensuite eh bien, donner naissance à des phénomènes assez différents. Et c'est pour ça que souvent la définition du populisme peut devenir assez confuse, parce que c'est un phénomène qui ne s'identifie pas a priori comme étant de droite ou de gauche. Il peut devenir de droite, il peut devenir de gauche. Tout dépend de la manière dont il va être accompagné, construit et orienté en quelque sorte. Alors, quel est ce moment populiste dans une société? Eh bien, en fait, ça correspond, je dirais, à un moment, disons, de naissance d'un mouvement destituant dans toute la société. C'est un mouvement populaire très largement, disons, diffusé au sein de la société, qui vise à manifester la désaffiliation finalement populaire, eh bien, des classes politiques en place, quelles qu'elles soient, des institutions d'une manière plus générale. C'est la volonté, disons, de destituer les organisations qui jusque-là eh bien, incarnaient l'autorité ou les autorités dans la société. Il s'agit d'abord de ça. C'est un moment finalement aussi qui est ouvert parce que c'est un moment finalement où on peut penser comment reconstruire la politique à partir d'une crise du politique. Mm-hmm. Alors, contre l'hégémonie du populisme de droite, votre proposition, c'est l'élaboration d'un populisme de gauche. Pour vous, quelle serait la contribution des mouvements de populistes de gauche à la démocratie représentative? Parce que vous savez, il y a un lieu commun selon lequel tout genre de populisme aurait nuire les institutions démocratiques. Évidemment, et on comprend bien l'argument de ceux qui disent que le populisme est nuisible aux institutions, parce que ces derniers confondent la démocratie et les institutions qu'ils ont pris finalement en possession, voire en otage. Et il est normal que ces acteurs-là disent que le populisme est négatif et qu'ils cherchent, lorsqu'ils vous nomment comme populiste, en fait, à vous disqualifier, parce que ce qu'il y a derrière le populisme, si on a bien discuté, c'est justement le fait de vouloir reconstruire la démocratie à partir d'une crise de la politique et des institutions qui sont devenues non légitimes dans la société pour la plupart, disons, des habitants d'un pays ou d'une communauté. Donc c'est normal que ceux qui sont les acteurs dominants du système refusent le populisme. Alors, vous me demandez quelle peut être la contribution des acteurs pour un populisme de gauche. La grande différence entre le populisme de gauche et le populisme de droite, c'est qu'à partir de cette énergie qui s'exprime dans la société, cette disponibilité à un changement profond des institutions, deux chemins sont possibles. Le premier, c'est celui que propose le populisme de droite, c'est finalement, comment dirais-je, de réorganiser les institutions de manière autoritaire pour finalement construire une forme de réduction de la souveraineté de la population dans l'État. C'est ça que propose le populisme de droite, et le tout en se basant sur
disons, la construction d'un discours excluant, un discours qui identifie un adversaire qui est souvent les immigrés pour construire une nouvelle solidarité autour de lui. La proposition du populisme de gauche est très différente. Le populisme de gauche, c'est précisément d'organiser les mécanismes qui vont permettre l'implication populaire et en particulier des couches subalternes de la société qui ont été exclues précisément des affaires publiques et des affaires politiques du pays, de les réintégrer, de les intégrer dans les affaires de l'État et dans la conduite des politiques de l'État. Donc, au contraire, le populisme de gauche, lui, propose de consolider et d'élargir le périmètre de la souveraineté populaire au sein d'un pays. Si vous voulez parler un peu des questions plus actuelles, selon les résultats du premier tour des élections présidentielles françaises, Emmanuel Macron, leader du mouvement En Marche, et Marine Le Pen, leader du parti Front National, se sont qualifiés pour le second tour. Vu la défaite de la gauche comme la droite traditionnelle, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le moment populiste pour la France ? Bah oui, tout à fait. C'est la démonstration que nous sommes dans ce moment populiste, puisqu'il répond aux critères, si je puis dire. Vous avez en France ce qui vient de s'exprimer profondément dans le pays. C'est précisément ce mouvement que j'appelle destituant, qui a mis par terre les deux principaux partis, le bipartisme français sur lequel est organisé et pour lequel est organisée toute la Ve République depuis 1958, vient de s'effondrer. C'est un fait tout à fait nouveau. C'est inédit dans l'histoire politique française. Pour la première fois, les deux grands partis traditionnels de gouvernement ne sont pas au deuxième tour, alors que le mode de scrutin est fait précisément pour que ces partis soient toujours au deuxième tour. Donc c'est un choc tout à fait nouveau qui montre bien cette désaffiliation de la majorité des Français par rapport à ces partis politiques-là et par rapport à cette Ve République-là. Les gens veulent que ça change. Ils l'expriment de manière tout à fait diverse. On arrive dans cette élection avec un paysage tout à fait nouveau et qui fait aussi partie de ce mouvement populiste. C'est le fait qu'on a aussi eu le mouvement de Jean-Luc Mélenchon qui a été une ascension surprise, qui précisément, lui, a construit une stratégie qu'on peut qualifier de populiste de gauche, dans le sens où il a cherché précisément à orienter cette énergie populaire vers quelque chose de positif qui vise à reconstruire un projet de gauche incluant, populaire, un sujet populaire large et qui pèse dans la société. Il a réussi à faire. On a maintenant 4 pôles politiques en France qui sont à peu près d'égale valeur, entre ce qu'a créé Mélenchon avec la France Insoumise, avec le Front National, avec les deux anciens le parti de Macron, et puis la droite républicaine, et on a ces 4 courants qui sont à peu près égaux aujourd'hui, puis un parti socialiste, social-démocrate, qui désormais est revenu à des niveaux d'avant 1970. Donc on a un paysage qui est chamboulé, tout à fait bouleversé, et qui, si aujourd'hui n'a pas trouvé encore réellement sa forme consolidée pour l'avenir, en tout cas a mis un coup d'arrêt, a mis un stop au régime institutionnel et politique qui prévalait jusqu'à présent. Oui, mais je pense que votre conception du populisme n'est pas limitée à Marine Le Pen ou M. Mélenchon, parce que vous dites qu'on peut trouver des éléments populistes chez d'autres partis et d'autres mouvements. Quels sont ces éléments populistes que l'on peut trouver dans d'autres partis et d'autres mouvements en France ? Si vous voulez, tous les mouvements qui aujourd'hui affirment ou ont formulé la définition de nouvelles frontières politiques dans ce pays, par exemple tout ce débat sur, mondialisme contre patriotisme, ou bien souveraineté contre libre-échangisme mondial, ou bien antilibéralisme contre libéralisme. Le fait que chaque parti a réussi aujourd'hui à mener une campagne en utilisant des nouveaux, des nouveaux clivages, de nouvelles manières d'organiser le rapport entre eux et leurs adversaires. On a toute une série de clivages nouveaux qui sont apparus et qui ont structuré cette campagne et qui montrent bien qu'il y a un déplacement en quelque sorte des clivages dans cette campagne électorale, et tous, à leur façon, utilisent des éléments de populisme. Mais je crois quand même
que observation faite de ce premier tour, ce qui correspond le plus aujourd'hui à, disons, l'émergence de ces mouvements réellement anti-système et qui réorganisent, disons, une frontière politique à partir d'un nouveau type de discours, eh bien aujourd'hui, les deux forces les plus structurées, les plus consolidées, c'est à mon avis quand même la France insoumise et à sa façon populisme de droite Le Pen. Parce que Macron, c'est encore un cas un peu différent. Il emprunte une rhétorique populiste, mais en fait, il la met pas du tout au service d'un projet différent ou d'un projet alternatif. Au contraire, il le met au service de la continuité de l'ordre établi. C'est la tentative pour le système de sauver une dernière fois, Emmanuel Macron. Est-ce que vous considérez que la France insoumise menée par Jean-Luc Mélenchon est le représentant de la gauche populiste en France? Lui, il n'endosse pas cette formulation directement parce qu'il considère que s'il s'affirmait populiste de gauche, il passerait tout son temps à devoir se justifier sur la définition. Donc il ne se définit pas comme ça, mais il en fait. Il fait du populisme de gauche, c'est évident. La personne aujourd'hui, la personnalité politique qui a une stratégie et puis la construction d'un discours qui correspond le plus, disons, à ce que l'on appelle, nous, le populisme de gauche, aujourd'hui on le trouve chez Jean-Luc Mélenchon absolument parce qu'il a compris l'évolution de la société, il a compris ce qu'exprimaient les profondeurs de la société et la profondeur des classes populaires, en particulier françaises, et il a compris aussi qu'aujourd'hui, se dire simplement gauche ne suffisait plus pour pouvoir devenir majoritaire. Et la stratégie qu'il a mise en place, que lui appelle fédérer le peuple, c'est sa formule à lui, eh bien, a quand même permis à ce courant de passer de 10% des voix en général à aujourd'hui près de 20%. Donc cette stratégie a été efficace. Vous avez également contribué à la campagne de M. Mélenchon et il est arrivé en 4e position au premier tour des élections, ce qui ne lui permet pas d'accéder au second tour. Mais il a tout de même obtenu 19,6% des suffrages exprimés. Est-ce que vous le considérez comme un succès? Indéniablement, c'est un succès, j'ai même envie de dire, assez historique, parce que, si vous voulez, ce qui s'est passé dans cette campagne, c'est que la campagne de Jean-Luc Mélenchon a réussi finalement justement à sortir la gauche authentique, disons la gauche qui n'était pas convertie au néolibéralisme. Il a réussi à la faire sortir de son ghetto, j'ai envie de dire, de son ghetto sociologique, culturel, plutôt petit bourgeois, et c'est pas du tout critique de dire ça, c'est plutôt les classes éclairées, urbaines, etc. Il a réussi, intellectuel, il a réussi à relier ça avec une base populaire beaucoup plus large. Et précisément, cette stratégie lui a permis d'atteindre 7 millions de voix à la présidentielle. Cette stratégie lui a permis d'être le seul dirigeant politique qui a mis un coup d'arrêt à l'augmentation, au développement du Front National dans ce pays, grâce à Mélenchon et à la France Insoumise, que dans bien des endroits, dans les villes, mais aussi dans les campagnes, on a ralenti la progression de Marine Le Pen pour la première fois depuis 25 ans, et aussi le fait qu'il a recréé finalement les conditions pour qu'aujourd'hui, la possibilité d'une victoire de la gauche en France, qu'un gouvernement de gauche redevienne crédible et redevienne à l'ordre du jour. Donc oui, c'est un grand succès, indéniablement. Alors, comme tous les grands succès, c'est souvent ce qu'il y a de plus dur à gérer. Désormais, il faut transformer l'essai. Tous les gens qui ont voté pour lui, de fait, par la stratégie qu'il a mis en place, sont des gens qui viennent de différents horizons, de différents univers sociaux, politiques, intellectuels. Des gens ont voté pour Jean-Luc Mélenchon qui viennent de la gauche radicale, qui viennent du Parti socialiste, qui viennent des abstentionnistes, qui viennent des jeunes, énormément de jeunes. C'est lui qui a eu le plus de votes de la jeunesse, alors que les sondages promettaient de la jeunesse très fort pour le Front National. Donc Mélenchon a réussi à inverser cette tendance. Il a réussi à capter une partie du vote que moi j'appelle le vote social du Front National, c'est-à-dire des gens qui étaient avant des électeurs communistes, grosso modo, qui étaient des votes ouvriers, qui a viré chez Le Pen et qui est revenu là chez Mélenchon. Toute la question pour lui aujourd'hui, après cette stratégie populiste de gauche qui a permis d'agglomérer finalement tout un tas de secteurs, le plus difficile maintenant, ça va être de consolider ça et de le pérenniser dans le temps et dans la durée pour créer une véritable organisation qui s'installe dans le
paysage politique français. Ça va être ça désormais l'étape. Et quant au second tour, M. Mélenchon a refusé de donner une consigne de vote, contrairement à la plupart des leaders français comme François Hollande, François Fillon et Nicolas Sarkozy. Pour vous, est-ce que Emmanuel Macron serait aussi dangereux que Marine Le Pen pour l'avenir de la France s'il serait élu président? Alors, Jean-Luc Mélenchon a en fait donné une consigne, quand même, il a donné une consigne. Sa consigne, c'est pas une seule voix pour le Front National. C'est-à-dire, il a même répété récemment à la télévision qu'il appelait tous les gens qui ont voté pour lui. Et je crois que ce message s'adresse aussi aux gens qui votaient Front National jusqu'à présent et qui ont voté Mélenchon cette fois-ci. Il leur a demandé de ne pas faire la terrible erreur de voter pour le Front National. Donc, la consigne, c'est celle-là avant toute chose. Évidemment, il n'y a aucun trait d'union qui est tiré ou d'équivalence entre Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. L'un et l'autre n'ont rien à voir, c'est très clair. D'ailleurs, si vous voulez, nous sommes bien placés pour le savoir parce que en France, les gens qui se battent depuis des années contre le Front National, c'est nous, c'est les gens qui viennent de cette gauche-là, qui sont autour de Mélenchon, qui ont passé leur vie à être dans le combat permanent contre le Front National. Donc de ce point de vue-là, il peut y avoir aucune espèce d'ambiguïté ou d'ambivalence dans le positionnement de la France insoumise. Ce sont les gens qui au quotidien se battent partout, dans leur travail, dans les associations, dans les médiations institutionnelles, partout où ils peuvent tous les jours contre Marine Le Pen. Donc, bon, de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Simplement, si vous voulez, je crois que Jean-Luc Mélenchon a une stratégie assez simple. Lui a considéré qu'il fallait consolider la France insoumise et que comme dans la France insoumise, il y aurait plusieurs points de vue. D'ailleurs, hier, il y a eu le résultat de la consultation de ce mouvement qui a donné bien 35% des gens qui veulent s'abstenir. Alors je pense que là, le blanc et l'abstention dominent. Voilà, vous avez 30% des gens de la France insoumise qui disent qu'ils veulent s'abstenir, 29 pour être précis, 35 qui disent qu'ils voteront blanc ou nul, c'est-à-dire qu'ils iront voter, ils rempliront leur devoir de citoyen, mais ils voteront blanc ou nul. Et 35% d'entre eux disent qu'ils voteront Emmanuel Macron contre Madame Le Pen. Donc vous voyez, c'est ça le paysage en fait à l'intérieur de la France insoumise. Je crois que Jean-Luc Mélenchon a voulu respecter les militants et les gens de ce mouvement. Il a décidé de ne pas décider pour eux en quelque sorte, et chacun fera en son âme et conscience, mais dans un cadre indiqué, c'est qu'aucune voix de la France insoumise ou de ses électeurs ne doit aller au Front National. Alors donc ça c'est pour par rapport à ce vote. Simplement de l'autre côté, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a aussi une campagne tout à fait intéressée de la part des médias, et c'est normal parce que Emmanuel Macron est le candidat des médias. Il est vraiment le candidat de l'oligarchie française, c'est-à-dire à la fois du monde de la finance, du monde du grand entrepreneuriat et du monde des médias, pour justement essayer de ne pas sombrer alors que la majorité des Français s'expriment désormais contre ces politiques et contre ces acteurs-là de la société. Macron, représente cette apparence. Macron est une apparence nouvelle pour finalement solidifier et consolider derrière lui tout ce qui domine la société depuis 30 ans, depuis les conservateurs, de la droite, de l'oligarchie, mais aussi, hélas, les sociaux-démocrates dans ce pays. Et donc, si vous voulez, il y a une campagne très très forte qui est faite aussi pour faire peur aux gens et pour exiger en quelque sorte, si vous voulez, une injonction médiatique à voter pour Macron, alors qu'aujourd'hui, d'ailleurs, au moment où on se parle, le sondage tant attendu dans l'entre-deux tours vient de tomber, et il donne 50% des intentions de vote pour Emmanuel Macron et 41% pour Madame Le Pen. Parce que Madame Le Pen, sauf énorme surprise liée à des conditions tout à fait exceptionnelles du style, je sais pas, un terrible attentat qui pourrait être arrivé, hélas, plus des révélations scandaleuses sur Emmanuel Macron, plus une abstention intégrale, totale des électeurs de gauche, plus un vote 100% de tous les gens de droite de ce pays pour Madame Le Pen,
Si tout ça s'ajoute, si vous voulez, aujourd'hui, rien n'indique que Mme Le Pen est en mesure de gagner à l'élection, car il faut quand même rappeler que Mme Le Pen représente certes 22-25% des voix, c'est déjà beaucoup trop, mais Mme Le Pen est dans un pays où 75 à 80% des gens ne votent pas pour Mme Le Pen, ni pour le Front National, et par ailleurs, c'est un parti qui n'a aucune réserve d'alliance, il faut quand même comprendre ça. Alors, à part M. Dupont-Aignan, qui est assez isolé même dans son propre parti aujourd'hui, et qui a certainement rejoint Mme Le Pen pour des raisons qui m'échappent, peut-être même financières, parce qu'aujourd'hui il a besoin d'argent pour rembourser ses frais de campagne. Il n'a pas atteint le seuil des 5% qui fait que l'État lui rembourse, je ne sais pas. En tout cas, Mme Le Pen, si elle gouvernait, n'aurait aucun allié. Donc de toute façon, c'est un parti qui aujourd'hui n'est pas en mesure de pouvoir gouverner ce pays. Et donc la campagne qui est faite est de ce point de vue assez un objectif en réalité qui est d'exiger, si vous voulez, l'adhésion, la reddition sans discussion de toute la population à ce que la population ne veut plus. C'est pour ça qu'il y a une résistance et une grande fatigue de la part de la population aujourd'hui par rapport à cette idée de voter pour Macron. Beaucoup de gens ne veulent pas Le Pen, mais ne veulent pas voter pour Macron. C'est un fait qu'il faut admettre et observer dans la société française. Et une dernière question sur la stratégie à moyen terme de la gauche française. Emmanuel Macron sera fort probablement le nouveau président français. Quelle doit être la stratégie de la gauche sous son mandat? Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux de se mobiliser ou bien est-ce qu'il faut faire une préparation plus silencieuse pour les prochaines élections? Écoutez, dans la foulée de tout ce que je vous ai dit, la France vit un moment inédit. D'un point de vue politique, on est dans quelque chose de nouveau qui n'est jamais arrivé. C'est un saut dans l'inconnu. Monsieur Macron sera certainement donc élu, comme nous disions, mais Monsieur Macron sera certainement élu avec sans majorité au Parlement. C'est ça qui se décide aussi, parce qu'aujourd'hui, les élections législatives qui vont se dérouler dans un mois après l'élection, aujourd'hui ne donnent pas de majorité à M. Macron s'il était élu, et encore moins à Mme Le Pen si elle était élue. Dans les deux cas, nous avons une 5e République qui est désormais, comment dirais-je, bancale, qui est aujourd'hui en phase de non-fonctionnement, qui ne peut plus fonctionner et pourtant qui est encore là. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Nous allons voir un président ou une présidente qui n'aura pas de majorité certainement à l'Assemblée et qui devra donc gouverner d'une manière assez inédite, soit par des alliances à la carte, soit par rapport dans le cadre d'un gouvernement de minoritaire, c'est-à-dire une majorité relative. Enfin, il sera prisonnier des partis qui seront au Parlement, d'alliances tout à fait incertaines. Donc la période s'ouvrant de cette manière-là, quel est l'objectif pour la gauche? Pour la gauche, l'objectif, c'est d'avoir aujourd'hui la création d'une force populaire, disons, qui soit capable à la fois d'être vivante dans la société à travers les mobilisations sociales qui ne manqueront pas de venir, parce qu'aujourd'hui, avec le programme que propose M. Macron, ou encore plus d'une autre manière Mme Le Pen, eh bien, de forts mouvements et de fortes résistances de conflits sociaux venir dans ce pays. Donc, il faut à la fois avoir une force populaire qui soit capable d'être en face avec ce mouvement populaire qui vient et de lui donner un prolongement dans l'institution. Il faut que cette force populaire, c'est la France insoumise, soit pleinement présente à l'Assemblée nationale. Elle peut aujourd'hui prétendre avoir des dizaines de députés, ce qui est tout à fait inédit aussi pour elle. Et il faut que de ce point de vue-là, elle devienne la véritable opposition, la force d'opposition qui, aujourd'hui, je vous dis, dans une organisation à la fois intégrale, parce que sociale, institutionnelle, et parce que capable d'intégrer en son sein dans des formes nouvelles à la fois des individus, mais aussi des mouvements, des organisations qui pourront être présents dans cette force en permanence ou de temps à autre en fonction du calendrier et de leurs préoccupations. Il faut créer un mouvement qui soit capable d'accueillir tout ça, d'agglomérer tout ça, pour pouvoir devenir la principale opposition et créer les conditions d'une victoire prochaine qui devient désormais, comme je vous le disais au début de l'entretien, hypothèse tout à fait sérieuse. Christophe Ventura, je vous remercie pour votre participation à notre émission et pour vos commentaires éclairants. Je vous remercie, c'est un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous avons parlé avec Christophe Ventura du populisme dans le cadre des élections présidentielles françaises de 2017.
Merci de nous avoir suivis. Au revoir.